C'est-à-dire que vous vous retrouvez à un moment dans la crise Covid avec une incertitude totale sur, le nombre de réservations que vous allez devoir opérer, sur le nombre d'appels que vous allez devoir, prendre. Ce qui a confirmé le succès de notre transformation, c'est la flexibilité, en fait. Bonjour et bienvenue à Conversation. Conversation est le média d'iAdvice, la plateforme qui rend les marques conversationnelles. Et justement, dans Conversation CX, on vous parle d'expérience digitale et d'expérience conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je m'appelle Hélène, je suis la directrice éditoriale d'iAdvice et je reçois aujourd'hui Christophe Carrère. Bonjour Christophe, Bonjour Hélène, bonjour à tous. vous allez bien ? Bien et vous-même? Très bien, merci. Je suis enchantée de vous recevoir. Donc, Christophe, vous êtes le directeur de l'engagement client pour le groupe EMG, Europcar Mobility Group, Tout à fait. qui est un réseau de location de véhicules ou plutôt solutions de mobilité présent dans 140 pays dans le monde. Et on a la chance de vous compter parmi nos clients. Tout à fait. Euh, donc 140 pays, un vaste réseau. Et j'ai cru comprendre qu'en 2018, Europcar Group est devenu Europcar Mobility Group. C'est bien cela ? Oui, c'est tout à fait, oui. C'est exactement ça, Ouais. suite à une volonté de nous diversifier, au-delà de notre métier historique, tout à fait. D'accord. Donc une vaste transformation qui a été entreprise ces dernières années pour le groupe. Et on va en parler tout au long de cette interview. Une transformation que vous avez menée en partie, une transformation par l'expérience client qui vous a valu la palme de l'AFRC en 2020. Félicitations. Merci. Merci aux équipes surtout. Donc nous allons parler de cette transformation tout au long de cette interview. Mais d'abord, je voulais vous poser une question parce que vous savez qu'à iAdvice, la conversation pour nous est au cœur de nos vies. Donc quelle est la dernière conversation qui vous a marqué, Christophe ? Je pense que ça va peut-être vous paraître bateau, mais quand j'ai rejoint Europcar Mobility Group, comme tout candidat lors d'un processus de recrutement, j'ai eu à faire face à différents interlocuteurs. Et je pense que c'est lors de ces échanges, notamment, que j'ai été convaincu du caractère impérieux d'Europcar Mobility Group de faire évoluer son business et surtout de la volonté forte des membres de notre comité exécutif d'aller dans ce sens-là. C'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis de nombreuses années et c'est ce qui m'a vraiment convaincu, si vous voulez, d'aller de l'avant dans cette aventure. Transition parfaite vers la question que je voulais vous poser, puisqu'en fait, on va rentrer sur ce thème de la transformation. Donc, jusqu'à il y a très peu de temps, le marché de la location de véhicules était centré sur le véhicule, justement, sur la logistique, très centré produit. Et puis, Europcar a entrepris cette transformation centrée sur l'expérience client et vous a donc recruté pour mener cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous parler des origines du pourquoi de ce projet ? Oui, alors tout d'abord, je pense que ce projet, il est né bien avant mon arrivée au sein de cette Mmh. entité. La transformation actuelle a été enclenchée déjà depuis de nombreuses années autour de certains axes. L'axe, je dirais, historique de la transformation, c'est tout ce qui tourne autour de la satisfaction client. Comme vous l'évoquiez, historiquement, ce marché est très orienté produit. Il faut comprendre qu'on met à disposition des véhicules qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les mains de nos clients et que précédemment, on était vraiment sur une posture produit, justement, la gestion du produit, son stock, sa logistique. Depuis quelques années, le board a souhaité justement se rendre bien compte un peu de l'aspect disruption du marché au sens général par de nouveaux entrants, remettre la satisfaction client au centre de ses préoccupations. Et donc, il y a eu de nombreux chantiers qui ont été orientés sur cet aspect-là. La mise en place d'indicateurs, de plans d'action, c'est quelque chose qui a été initié il y a à peu près 4 ans et qui s'est étendu progressivement à l'ensemble de nos filiales et de nos marques. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le cœur historique de la transformation. Et ensuite, d'autres axes sont venus compléter ces actions, tout ce qui tourne autour des services aux clients, de la connaissance client, la transformation des parcours. On va certainement parler du digital. Voilà, tout ça est arrivé petit à petit, on va dire.
D'accord, donc une transformation qui était initiée avant votre arrivée Tout à fait. et justement quand vous êtes arrivé, quels ont été vos principaux chantiers à vous? Oui, alors je pense qu'il y a encore une fois, il faut que je remette ça un tout petit peu dans le contexte. Europcar Mobility Group, historiquement, je pense que, en tout cas les Français la connaissent sous la marque commerciale qui s'appelle Europcar. En fait, on a beaucoup d'autres marques sur différents segments de marché et une empreinte internationale assez importante. Donc l'enjeu, quelles que soient nos actions au niveau du groupe, c'est à chaque fois impulser le changement au niveau global. On en parlera, on a des franchises, on a des pays qui nous appartiennent en propre, différentes marques et différentes activités. Donc le premier challenge, ça a été vraiment de transformer un sujet qui est lié à la relation client. On a complètement redéfini notre ambition en matière de centre de contact, à la fois en termes d'organisation, d'outils, de processus. Et ça a été vraiment le premier enjeu, encore une fois, dans un contexte multinational. Le second point, c'est la continuité de ce qui avait été initié auparavant, l'amélioration de la satisfaction client. Comme vous le savez, cet indicateur est un indicateur sur lequel on était extrêmement transparent dans nos résultats d'entreprise notamment. Et donc, l'objectif, bien évidemment, au-delà de la mesure, c'est d'emmener l'ensemble de nos collaborateurs sur ce parcours de la satisfaction client, pardon. Et vraiment, ces deux enjeux, la relation client et la satisfaction client, ont été les deux enjeux auxquels j'ai eu à faire face en arrivant dans l'entreprise. D'accord. Pour les centres de contact, c'était de l'externalisation que vous avez menée ou quelle solution vous avez mise en place? Alors, il y a eu différents dispositifs. Europcar Mobility Group était déjà une structure avec des centres externalisés, mais avec une pondération relativement faible, ou en tout cas plus faible qu'aujourd'hui. Donc, on a mené à bien différents sujets. L'homogénéisation. On avait une quinzaine de partenaires. On a réduit aujourd'hui notre écosystème d'outsourcing à 3 prestataires. Ah oui. Qui nous accompagnent sur l'ensemble des pays, avec une empreinte internationale forcément importante. Hein. On est présent, nos centres de production externes sont présents en Asie, en Afrique du Nord, en Europe, mais également en Amérique du Sud, pour servir l'ensemble de nos activités. Donc forcément, ce travail, ça a été un travail de revue des processus, méthode assez classique de lancement d'appels d'offres, etc., etc. Et bien évidemment aussi de changement des outils qui viennent aider à la relation client, des outils de mesure de la satisfaction client, je n'en viens pas dessus, mais plus concrètement, Mmh. opérationnellement, des outils qui permettent à nos collaborateurs de travailler au quotidien. Mmh. Et vous avez évoqué une certaine complexité parce que comme vous le disiez, c'était un projet global, international, dans toutes vos enseignes, donc aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et aussi, en franchise ou en propre. Donc comment vous avez fait pour coordonner tout ça, Ouais. toute cette diversité? Alors, évidemment, je pense que quand on essaie de mener un programme de transformation globale, on fait face à certaines réticences, qu'elles soient fondées ou non, sur un point culturel, un point d'expertise ou autre. Et le premier enjeu, c'est de convaincre. Convaincre déjà nos pays, ce qu'on appelle corporate, les pays qui nous appartiennent en propre. Et ça a été le premier pas, en tout cas, dans cette transformation. On n'est pas aujourd'hui dans un modèle de franchise qui est comparable à celui d'autres acteurs type McDo ou autres, où on impose un écosystème à nos franchisés. Ça veut dire que ça crée une complexité additionnelle vis-à-vis de ces gens qui sont avant tout des entrepreneurs. C'est bien évidemment la nécessité de les convaincre et de leur apporter les bonnes solutions. Donc le choix qui a été fait, c'est avant tout de se focaliser sur notre écosystème en propre, de changer les pays corporate, l'ensemble de nos marques, et de faire cette transformation en interne tout d'abord. Et ensuite, dans une deuxième étape, par la démonstration du succès de cette transformation, de convaincre petit à petit les franchisés de rejoindre un écosystème global. L'objectif, bien évidemment, étant de faire vivre aux clients une expérience la plus uniforme possible, que les entreprises nous appartiennent ou qu'elles soient des franchises. D'accord, donc un process en 2 temps. Tout à fait. Et puis, vous venez de passer une année, très difficile, l'ensemble du secteur, du tourisme, comme l'ensemble du secteur. Par rapport à cela, j'ai une question qu'on a recueillie pour vous, d'un collègue. Oui. Donc, je vais vous faire écouter, sa question. Il s'agit de Damien Basselier, qui est votre CTO au groupe, Ouais, Europcar. d'accord. Salut Christophe, c'est Damien. Tu es peut-être un peu surpris de me voir ici. On m'a demandé de te poser une question. Donc la voici. Depuis un peu plus d'un an maintenant, nous sommes dans un contexte de crise pandémique.
et dans un secteur particulièrement touché dans lequel nous devons faire attention à nos coûts. Donc, je voulais avoir ton avis sur la conservation d'une stratégie customer-centrique et d'efforts autour du NPS dans ce contexte de contrôle. Voilà, donc une année difficile. Ouais. Comment vous avez fait pour mener cette transformation dans un contexte, de contrôle des coûts? Et ben, tout d'abord, merci à Damien pour sa question et je pense qu'il a été, avec ses équipes, une des chevilles ouvrières de cette année effectivement assez difficile qui est derrière nous, je l'espère en tout cas maintenant. Donc pour remettre ça dans un contexte, je pense que l'ensemble des acteurs du tourisme ont été fortement impactés, certains plus que d'autres de par leur activité. Il se trouve qu'on a réussi à préserver quelques éléments de croissance au travers d'activités qu'on appelle vans and trucks, c'est-à-dire toute l'activité de mise à disposition de véhicules utilitaires à une clientèle professionnelle. Et on voit que ça nous a aidés, mais plus globalement, vous avez raison, on a énormément souffert cette année, de par l'arrêt notamment du tourisme international. Donc, il y a différentes façons de répondre à votre question. Tout d'abord, sur l'aspect, encore une fois, support aux clients. On s'est bien aperçu, en tout cas dans la première partie de la crise Covid, que nos clients avaient énormément de questions. Les incertitudes étaient nombreuses, les règles différentes pays par pays. Donc, on a eu, grâce à notre dispositif que j'ai évoqué précédemment, une source de flexibilité qui a été apportée par nos outsourceurs et qui nous a permis de complètement répondre aux interrogations des clients qui se sont, et c'était une surprise pour nous, retourner un peu sur des canaux classiques de communication, notamment la voix, pour échanger, être rassurés et comprendre un peu ce qui allait devenir dans un contexte notamment politique ou de décision gouvernementale assez incertain. Ensuite, c'est ce qu'évoquait Damien dans sa question, ça ne nous a pas, nous, empêché de continuer à garder un focus sur la satisfaction client, avec deux enjeux particuliers. Un, effectivement, un contexte sanitaire compliqué, donc une volonté forte de notre entreprise de justement mieux appréhender la perception du client dans un contexte comme celui-là. Nos études, notamment de satisfaction client, ont systématiquement repris des éléments qui n'existaient pas auparavant, des éléments sanitaires sur le sentiment de sécurité du client dans sa prise de location, dans son expérience de location, pardon, pour nous assurer déjà que ce qu'on mettait en œuvre était efficace, compris du client. Ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième point, c'est lié à ça, l'évolution de nos parcours clients dans ce contexte. Alors, c'est vrai que nos marques ne sont pas positionnées exactement sur les mêmes métiers, les mêmes segments de marché. On a des marques qui sont extrêmement digitales, comme Ubico, que nos confrères parisiens connaissent bien, qui Oui, est Ubico qui est votre, service d'autopartage c'est ça, à Paris. à Paris et qui propose une expérience totalement digitale, ouverture du véhicule avec le téléphone, etc. Donc là, le contexte sanitaire, il était un petit peu différent et l'autonomie du client, elle était déjà à la base sans contact physique avec qui que ce soit, avec une totale autonomie. Côté Europcar, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore dans une notion figitale, c'est-à-dire un mélange d'expériences digitales pour la réservation, pour ce qu'on appelle le online check-in, c'est-à-dire la confirmation de la réservation, la digitalisation du permis de conduire, etc., mais aussi physique, puisque vous êtes aujourd'hui encore dans la nécessité de passer par la station de location pour prendre votre véhicule. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille énormément en ce moment pour justement changer un peu toute cette expérience client. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté pour, au contraire, rassurer le client lors de son passage dans nos stations. Et on a accéléré notre transformation digitale avec ce prisme-là, qui était de dire demain, de toute façon, ne changera pas la tendance actuelle, qui est la digitalisation accentuée de l'expérience client. Voilà. Donc, c'était un peu les deux prismes de réflexion qu'on a eu pendant la crise Covid. D'accord, et donc pour répondre à Damien, la digitalisation vous a permis, d'économiser Alors, également? la Ou de au moins de maîtriser les coûts? oui, je pense que ce qui a confirmé le succès de notre transformation, c'est la flexibilité en fait. C'est-à-dire que Mmh. vous vous retrouvez à un moment dans la crise Covid avec une incertitude totale sur le nombre de réservations que vous allez devoir opérer, sur le nombre d'appels que vous allez devoir prendre. Et le maître mot à ce moment-là, c'est vraiment la flexibilité. Mmh. Donc, je pense que pour répondre à Damien, la maîtrise des coûts, elle s'est faite aussi grâce à la flexibilité qui est mise en œuvre depuis plusieurs années.
au niveau, encore une fois, de l'expérience client, mais aussi, il faut le dire, et je tiens à saluer certaines décisions des différents gouvernements locaux, qui a été de proposer et d'accentuer ce phénomène de flexibilité, notamment au niveau de nos collaborateurs sur le terrain. D'accord. Par les mesures, par exemple, de chômage partiel? Exactement. Oui, OK. Très bien. Est-ce que donc vous parliez de canaux de relations clients, Mhm. que, le téléphone a été, très utilisé pendant cette crise pour Ouais. la réassurance. Comment le messaging, le chat vous a aidé, dans cette crise? Ouais, alors, comme beaucoup de nos confrères ou d'autres entreprises, hein, depuis des années, nous menons une transformation qui vise à mettre à disposition de nos clients de nouveaux canaux de contact, en dehors des classiques voix et mail, au travers notamment de tout ce qui est chat, chatbot, messaging, avec les réseaux sociaux et autres. Dans la crise du Covid, effectivement, je pense qu'on a eu un mouvement assez ponctuel qui a été lié à ce besoin de réassurance de nos clients et d'avoir en direct, en lien pratiquement physique, c'est-à-dire enfin en tout cas avec un contact oral, nos agents. Donc c'est pour ça qu'on a eu une forte demande de contact via le téléphone. Par contre, et c'est ce qu'on mène depuis plusieurs années, que ce soit le chat ou le chatbot, nous permet aussi et nous amène une grande flexibilité dans la prise en charge de contacts, on va dire à faible valeur ajoutée. Mais j'aime pas trop ce mot parce que je pense que toute question est importante et toute question Mmh. bien répondue nous permet quelque part de transformer un prospect en client. Donc, c'est ce dispositif et notamment le dispositif du chatbot où on a essayé en tout cas de faciliter des réponses rapides à l'attention de nos clients au travers de FAQ, si vous voulez, Ouais, mises à pour les jour. questions Il y a des récurrentes. questions récurrentes sur les horaires d'ouverture. Et honnêtement, nos horaires d'ouverture de station, par exemple, changeaient pratiquement tous les jours. Donc, il y a une Mmh. grosse Mmh. réactivité qui a été permise grâce à ces outils. En mettant à jour, le chatbot les scénarios de chatbot de Exactement. manière régulière. Exactement. Très bien. Et donc on va, clore ce chapitre sur la Ouais. transformation pour parler du futur. Les résultats d'abord, tant au niveau de la satisfaction client, mais aussi, peut-être de la réduction des coûts. Quels ont été les résultats de votre transformation? Il y a des choses que je vais pouvoir vous lire en toute honnêteté et transparence, surtout parce qu'elles sont officielles. Et effectivement, tout ce qui est lié à la satisfaction client, ce sont des choses sur lesquelles on communique de façon totalement transparente dans notre rapport d'activité annuel. Donc, ce mécanisme de transformation de la satisfaction client a amené une progression d'une dizaine de points depuis 4 ans sur la satisfaction client de la marque Europcar, qui était déjà embarquée dans ce processus de changement. D'accord. Sur le Sur le NPS, NPS, les tout à les fait. points? Oui, Mmh. alors tout à fait sur le NPS, nous suivons d'autres indicateurs hein, assez classiques, le Customer Effort Score, la CSAT, etc. Mais en tout cas, c'est le NPS qui fait vraiment euh, euh, œuvre d'étendard dans notre communication vis-à-vis du marché ou même de nos collaborateurs. C'est vraiment la marque de fabrique qu'on essaie de mettre en œuvre, y compris dans toutes les entreprises dont on fait l'acquisition ou dont on a fait l'acquisition ces dernières années, en mettant vraiment ce KPI au centre des décisions de l'entreprise et des valeurs pour nos collaborateurs, clairement affichées. Donc, ce NPS, il a vraiment progressé sur la marque Europcar et toutes les autres marques dont on a pu faire l'acquisition ont peu à peu été aussi comment dire, impactées par cette notion de suivi de la satisfaction client. C'est un indicateur qu'on met en œuvre à chaque fois on intègre une nouvelle société ou un nouveau pays. Et justement, ça nous permet, au-delà de la mesure, de mettre en place les plans d'action qui vont bien derrière. Sur la partie ensuite un peu plus délicate pour moi, sur laquelle il est un peu plus difficile pour moi de vous répondre, c'est toute la partie liée à la flexibilité du modèle, et notamment à la gestion des coûts de nos opérations. Il est clair que des gains assez importants ont été générés au travers de ces modèles-là. On a complètement variabilisé nos modèles de fonctionnement puisqu'on est à 99, pour pas dire 100%, 99% aujourd'hui dans un mécanisme d'outsourcing avec des modèles que les gens qui certainement nous écoutent connaissent très bien, avec des Mmh. prix à l'acte et surtout un modèle fortement variabilisé sur les volumes. Donc dans la crise Covid, c'est quelque chose qui heureusement existait et nous a permis Ouais. de faire de grosses économies l'année dernière. Oui, parce que moins de contacts, Moins de contacts et aussi un modèle en termes de coûts, si on imagine des centres de contact complètement internalisés, des coûts qui auraient été mmh. drastiquement Oui. différents dans ce modèle-là. D'accord.
Très bien. Donc nous allons parler maintenant du futur du groupe Ouais. et de vos services. Mhm. Je vais vous faire écouter un autre extrait sonore. Cette fois, c'est votre CEO lors d'une interview. Je vous laisse écouter et puis on réagira dessus. Les gens préfèrent l'usage, veulent aller d'un point A au point B. C'est ce qu'on fait déjà dans la location de voiture. Donc quand vous le faites pour quelques jours, on peut le faire pour quelques heures. Ce qui a changé dans la tendance, c'est le digital, le smartphone. Maintenant, tout le monde est habitué à réserver, avoir sa vie gérée sur un smartphone. Et le digital vous permet de gérer cette très courte durée, ces solutions plus locales. Voilà, donc Caroline Parot nous parle de la digitalisation de ce parcours du client qui s'est accéléré avec l'impact du Covid. Quel impact ça a sur l'expérience client, cette digitalisation des parcours? Ouais, alors, là aussi, hein, c'est quelque chose qu'on a entamé il y a quelques années, qui ne va pas forcément à la même vitesse pour l'ensemble de nos marques ou de nos pays. Ce qu'il faut voir, et je l'évoquais tout à l'heure, par exemple sur la partie franchise, c'est qu'on n'a pas encore embarqué tout le monde dans cette évolution, mais Caroline Parot a entièrement anticipé tout ça dans ses décisions avec le board il y a quelques années, puisque historiquement, des marques comme Ubico ou même Europcar ont pris ce virage-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est au bout de la digitalisation. On a encore beaucoup d'idées et beaucoup d'ambitions sur les évolutions des années à venir. Demain, ce qu'on souhaite, encore une fois, j'évoquais le terme flexibilité tout à l'heure, ce qu'on souhaite proposer à nos clients qui sont à 50% du B2B et à 50% du B2C, c'est vraiment une expérience qui leur est mise à la carte, dans laquelle ils peuvent complètement choisir de passer sur un comptoir ou au contraire de récupérer les clés dans un boîtier de mise à disposition, un peu type Amazon, quand vous récupérez vos colis, voire d'ouvrir les véhicules en toute autonomie avec son smartphone. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont soit déjà en place sur certaines de nos marques, je parlais d'Ubico tout à l'heure, soit en passe de l'être. Ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du parcours client, donc notamment dans la partie restitution du véhicule, qui constitue encore un peu trop souvent un point difficile pour nos clients et un point d'inquiétude vis-à-vis des dommages éventuels ou autres. Et ce sont des choses qui viendront dans un deuxième temps. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont un peu en vigilance ou en attention par rapport à ce que font les constructeurs automobiles, voient également qu'on va de plus en plus sur des véhicules connectés qui nous permettront d'aller adresser des points durs dans l'expérience client, notamment le niveau de carburant dans un véhicule, par exemple, et qui permettront vraiment d'enlever les angoisses résiduelles qui pourraient exister chez certains de nos clients. Ok, de laisser un véhicule sans contact avec une personne. Exactement. Ouais, je peux imaginer. Flexibilité, donc le client donc en B2C recherche cette flexibilité que vous avez décrite. J'imagine que pour le B2B, ce sont des problématiques différentes en termes de flexibilité. Alors oui, c'est déjà une relation un peu différente parce que là où dans le B2C, on va être plutôt avec un acheteur qui est également un consommateur, en B2B, on se retrouve très souvent dans une relation tripartite où il y a, on va dire, l'acheteur de l'entreprise qui n'est pas forcément l'utilisateur en fonction des tailles d'entreprise et donc qui, on va dire, ramène quelques éléments de difficulté parce que l'acheteur n'a pas forcément toujours la notion de ce qui se passe sur le terrain et des besoins réels de ses salariés. Donc il y a une vraie relation qui doit se construire avec le temps, qui est vraiment notre objectif des prochaines années. On travaille beaucoup sur tout ce qui est personnalisation. Personnalisation, c'est vraiment adapter la relation avec nos clients. Le B2B, il a surtout soif de certains, en tout cas le conducteur B2B, de facilité, de réactivité. Il va d'un aéroport à l'autre, il veut prendre son véhicule rapidement, filer à son rendez-vous. On est sur d'autres mécanismes et d'autres enjeux que la relation B2C, qui est plutôt une consommation de loisirs, on va dire. En général, encore une fois. Hein. Oui. Voilà. Et vous êtes vraiment, le groupe se diversifie énormément, notamment, on en a parlé à plusieurs reprises dans les solutions de mobilité urbaine. Comment est-ce que toute cette diversification vous inspire dans la relation client, dans l'expérience client? Tout à fait. Ouais. Je pense que déjà, cette diversification, elle nous amène des compétences et des connaissances au travers de collaborateurs qui évoluent dans des écosystèmes un petit peu différents des nôtres, historiquement. Elle nous apporte aussi des éléments technologiques qui sont importants. Elle nous donne accès à de la
la technologie qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Et donc forcément, elle nous inspire aussi dans la remise en cause de certaines habitudes qu'on peut avoir au fil des ans. Donc c'est le cas, encore une fois, on va citer Ubico, mais on a d'autres marques du même type sur d'autres Oui. marchés comme GoCar, qui existe sur nos marchés anglo-saxons et qui est du même acabit avec la même... Ouais, dans d'autres capitales C'est européennes, ça, c'est cela. exactement. Ouais. Voilà. Donc, je pense que notre avenir, il est justement sur le développement de ces mobilités alternatives, basées encore une fois sur notre expertise. Le sujet, il n'est pas de savoir si Europcar Mobility Group, demain, veut faire de la location de vélos ou de trottinettes, pardon, à usage. Voilà. C'est pas là où se situe notre valeur pour le client et Mhm. notre valeur ajoutée plus globalement, qui se situe vraiment dans la gestion de véhicules, la gestion Oui. d'une flotte, etc. Donc, effectivement, c'est plus vers ce type de consommation qu'on souhaite s'orienter, véhicules de courte à longue durée, à la fois en cherchant à développer des offres de très longue durée, donc 3, 6, 9 mois, 12 mois et plus, où là on se situe sur des marchés qui sont habituellement occupés par des leasers, ce qu'on appelle les leasers, en tout cas des loueurs de longue durée, Ouais. ou alors à contrario sur de la mobilité de courte durée, 2 heures, 4 heures, qui permettent Mm. d'aller d'un point A à un point B, de revenir au point A. Vous voulez aller chez Ikea ou dans une autre enseigne voilà, et vous avez besoin d'un véhicule pour vous aider à ramener vos achats. Typiquement, on se situe aussi sur ce positionnement-là. Oui, parce que les usagers aujourd'hui, enfin les plus jeunes générations n'ont pas, particulièrement l'envie de posséder un véhicule. C'est pour ça que vous proposez ces solutions? Tout à fait. Alors, on se Ouais, situe aussi, il y a une démarche écologique dans ouais. cette posture. Bon, déjà, sur la démarche écologique, tous nos véhicules sont extrêmement récents, puisqu'on a des contrats Mmh. qui font renouveler la flotte tous les 6 mois. Mais au-delà Mmh. de ça, vous avez raison, la démarche de certains, en tout cas de certains citadins, je dirais, je ne voudrais pas généraliser à l'ensemble des pays, à l'ensemble des régions, en tout cas, la démarche de certains citadins et des jeunes dans ces Oui. villes tend à une moindre possession des véhicules, et les solutions de location courte durée sont idéales pour ces populations. Et est-ce que ça change ces évolutions, est-ce que ça change le métier, des personnes qui sont, à l'expérience client? Alors, je pense que ça change avant tout le métier des gens qui sont sur le terrain, Mmh. qui Ouais. sont des acteurs de l'ombre très souvent, mais qui ont une part très importante dans l'expérience du client, puisque vous imaginez bien que quand vous louez un véhicule pour 2 heures et que vous avez une rotation de ces véhicules, l'enjeu principal, c'est le fait que le véhicule fonctionne bien, qu'il soit propre. Et contrairement à une location un peu plus classique, où on inspecte les véhicules après chaque location, dans ce type d'expérience, c'est un enjeu encore plus fort. Ouais. La propreté, encore une fois, du véhicule et dans un contexte Covid dans lequel on est toujours encore un peu. Donc là, véritablement, je pense que les équipes les plus impactées sont les équipes terrain qui doivent s'assurer en permanence, au travers de nouveaux processus, de la satisfaction d'un client qui a une expérience très très courte. D'accord. Merci beaucoup. Cette interview, se termine. J'ai une dernière question pour vous sur un sujet qui vous tient à cœur, celui du NPS qu'on a déjà abordé un peu. Donc comme vous l'avez dit précédemment, il est publié chaque année dans votre rapport Mhm. annuel Mhm. et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi cette transparence est importante pour vous et comment est-ce que les entreprises peuvent faire pour aller plus loin? Alors, je pense qu'elle est importante avec différents points d'attention. Le premier, c'est que de la mettre en avant, de l'officialiser et de la communiquer systématiquement, c'est aussi s'engager à travailler sur ces aspects-là. Un peu comme quand vous communiquez des indicateurs financiers, Ouais. forcément, les communiquer, c'est une chose, mais expliquer ce que vous allez en faire et comment vous allez évoluer, c'est surtout ce qui est le plus important. Donc, quelque part, ça nous rend responsables, au travers de cette communication, d'un plan d'amélioration et d'une stratégie autour de l'indicateur. Ensuite, je pense que ça donne aussi une tendance, ça donne de la visibilité au marché sur l'importance de la satisfaction client pour nous. Et c'est vrai qu'au travers de cette publication, on s'aperçoit qu'avec certains autres acteurs, type Accor ou d'autres entreprises, on est avec la FRC dans une démarche où on essaie de partager au maximum ces informations pour se mesurer. Vous l'avez évoqué, on a un groupe international. Il y a des notions culturelles qui sont très différentes d'un pays à l'autre et qui font que les scores sont très différents. Donc, communiquer l'information, c'est mettre très clairement la valeur client en avant. Et c'est, on va dire, mobiliser toutes les équipes internes aussi autour de cet aspect-là. Je pense que ce sont les deux aspects principaux qui nous poussent à faire cette communication transparente.
Merci beaucoup Christophe. Je vous en prie. Merci pour cette interview, c'était passionnant. Merci d'avoir suivi cette interview. Si vous souhaitez la retrouver, je vous invite à vous rendre sur notre site conversation.iadvice.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram. Et également à vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Google et Apple Podcast, à aimer notre contenu et à le partager autour de vous. La conversation continue avec iAdvice.